minutes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Major Keyhole, as author of the book Flying Saucers Are Real. I thought, well, maybe something's wrong with my eyes. Ça reflétait la lumière, c'était vraiment énorme. Il y avait quelque chose qui n'était pas logique. We have not been hiding anything. Dans ce dossier, je doute de tout. C'est comme s'il venait nous voir. L'inexpliqué est toujours là. Depuis 70 ans, on signale partout sur notre planète des lueurs étranges dans le ciel. Dans les années 40, on les appelait soucoupes volantes. Aujourd'hui, les soucoupes sont devenues des ovnis, des objets volants non identifiés. Prototypes secrets, méprises, phénomènes météorologiques inexplicables ou encore visiteurs venus d'ailleurs, préparez-vous à vivre un voyage surprenant dans un monde inconnu. Entre mystère et secret, la fascinante histoire des ovnis. Une série réalisée par Frankistas et Bawandine. Ah, vraiment, mon vieux, c'est quelque chose. C'est l'événement le plus formidable de notre époque. Premier épisode, 1947, l'invasion des soucoupes volantes. Avec dans les rôles principaux, Egon Kragel, auteur de OVNI, enquête sur un secret d'État. Un pilote militaire dans le Nevada lui aperçoit 6 disques volants. Pierre Lagrange, sociologue des sciences. Ce sont les militaires de l'armée de l'air américaine qui vont être les premiers à spéculer sérieusement sur l'idée que les soucoupes volantes pourraient être d'origine interplanétaire. Et Fabrice Canepa, auteur de Alien, 70 ans de culture et contre-culture. Il y a des gens d'autres planètes qui viennent chez nous en vaisseau spatial. C'est pas complètement délirant comme explication. Tu n'entends pas quelque chose? Quelque chose? Non, je n'entends rien. Une soucoupe volante. Pour raconter l'histoire des ovnis, il faut effectuer un grand bond dans le passé. Nous sommes le 24 juin 1947, au milieu de l'après-midi. La météo est dégagée, la visibilité parfaite. Kenneth Arnold, un homme d'affaires américain, survole le Mont Rainier dans l'État de Washington, à bord de son petit avion privé. Vers 15h, il est aveuglé par un flash lumineux qui envahit son cockpit. Ne comprenant pas de quoi il s'agit, il pense d'abord à une explosion dans les environs. Mais tout de suite, son attention est attirée par un spectacle tout à fait incroyable. Kenneth Arnold observe au loin 9 objets volants qu'il n'arrive pas à identifier et qui se déplacent dans les airs avec des performances hors du commun. Voici ce qu'il déclarait 2 jours plus tard à la radio KWRC de Pendleton, au micro du journaliste Ted Smith. Ces objets semblaient s'incliner et ils réfléchissaient la lumière du soleil, comme un miroir. Ils volaient selon un angle particulier et le soleil tapait sur leur surface. C'était très éblouissant. J'étais presque aveuglé lorsque je les observais à travers la vitre de l'appareil. Est-ce que l'observation de Kenneth Arnold est crédible? En tout cas, elle est très étrange. Fabrice Canepa, auteur de Alien, 70 ans de culture et contre-culture. Il y a 9 objets qui ont des façons de se déplacer qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on est en droit d'attendre d'objets volants identifiés ou identifiables. Donc, est-ce qu'elle est crédible? A priori, elle est éminemment étonnante, très bizarre. On pourrait tenter de penser qu'il a affabulé. Mais le problème, c'est que il n'a pas vraiment de raison de le faire. En tout cas, s'il voulait le faire, il ne s'y prend pas de la meilleure façon qui soit. D'abord, il ne fait pas tellement de mise en scène de sa découverte, contrairement à ce qu'on retrouvera après dans certains témoignages où il y a des choses complètement délirantes. Lui, finalement, il est très factuel. Il dit, voilà, j'ai vu des objets, ils étaient bizarres, ils se déplaçaient comme ça, c'était très bizarre, je ne me l'explique pas, j'ai pas d'idée, je ne sais pas ce que c'est. On peut lui faire confiance, en plus il connaît très bien la région, donc il a de bons repères, a priori, sur la distance des différents repères qu'il peut avoir géographiques, etc. Ce jour du 24 juin 47, on apprend qu'un prospecteur de Portland, dans l'Oregon, qui s'appelle Fred Johnson, et qui a passé la journée dans cette même région montagneuse, lorsqu'il est de retour au bureau de sa compagnie minière, il va raconter une chose incroyable à son chef. Egon Kragel, spécialiste des ovnis, auteur de OVNI, enquête sur un secret d'État. Il va lui dire, j'ai vu de drôles d'engins cet après-midi, 5 ou 6 disques qui allaient vers le sud. C'est vrai que je les ai vus que quelques secondes, mais j'ai constaté à ce moment-là, et c'est particulier, que l'aiguille aimantée de ma montre spéciale avait brusquement des battements assez amples. Il y a fort à parier déjà, dans un premier temps, que Fred Johnson a aperçu une partie de la formation des 9 étranges objets repérés par Kenneth Arnold. C'est assez troublant. Bon, j'ai commencé à les chronométrer. Je regardais à la fois ma montre et je les regardais eux.
J'essayais d'apercevoir leur queue, et ils n'avaient pas de queue. J'ai pensé quelque chose ne va pas dans mon observation. Est-ce que ce sont mes yeux? J'ai mis mon avion sur le côté, j'ai ouvert ma fenêtre et j'ai regardé. J'avais bien vu, ils n'avaient pas de queue. C'est un pilote très sérieux, donc en fait il va, en consultant l'horloge de son tableau de bord et sa montre, il va essayer de calculer leur vitesse. Alors il va se rendre compte que ces engins ont franchi 76 km en à peine 1 minute 42, soit une vitesse de plus de 2800 km à l'heure. Alors c'est complètement fou parce qu'on sait qu'aucun avion de l'époque n'est capable d'une telle performance. Il faudra attendre le 14 octobre 1947 pour qu'un avion passe pour la première fois le mur du son, mais à la vitesse de 1297 km à l'heure. Et puis en fait, comme des traits sur le ciel clair, les bolides vont disparaître derrière les massifs montagneux. L'observation durait entre 2 minutes et 2 minutes 30. Je distinguais ces objets parfaitement. On aurait presque dit qu'ils battaient des ailes ou un truc du genre, et le soleil se reflétait là-dessus. Tout le monde est d'accord dans la littérature pour expliquer que le début de l'histoire des soucoupes volantes, c'est l'observation de Kenneth Arnold en fin juin 1947 au-dessus du Mont Rainier dans l'État de Washington. Pierre Lagrange est sociologue et historien des sciences. Il a enquêté minutieusement sur l'affaire Arnold. C'est grâce à lui que l'interview radio du pilote que vous venez d'entendre a été retrouvé. Il en discute avec des amis pilotes qui d'abord lui demandent s'il n'a pas commis d'erreur dans ses estimations. Et en fait, le lendemain, comme cette histoire l'obsède, il décide d'aller trouver les journalistes de l'endroit où il s'est posé, à Pendleton, dans l'Oregon. Il lui propose de publier un article dans le journal local. Et en fait, comme ils font partie du réseau de l'Associated Press, ils envoient également une dépêche sur le réseau local de l'Associated Press. Et c'est ça, en fait, qui va déclencher le phénomène. À Portland, au bureau régional qui reçoit la dépêche, ce bureau régional décide de la retravailler un petit peu et puis de la redispatcher sur tout le réseau national. Et là, en 1 heure de temps, des tas de journalistes qui se trouvent aux 4 coins des États-Unis vont renvoyer des questions supplémentaires en demandant qu'est-ce que c'est que ce truc, ces objets que le pilote a vus. Et là, ça va déclencher une polémique, un débat sur tout le territoire américain. Et le lendemain, tous les journaux font leur une quasiment sur ce phénomène. D'après mes connaissances, d'après ce que j'ai vu, d'ailleurs je l'ai dit à la société de presse et je suis prêt à le jurer, ma main sur la Bible, voilà ce que j'ai vu. Et si ça n'a rien à voir avec notre armée ou nos services secrets, si ça n'a rien à voir avec une nation étrangère, alors je n'y comprends rien. Mais je suis sûr d'avoir bien vu ces objets. Grâce à leur position, j'ai pu les chronométrer. C'est un grand mystère pour moi, autant que pour tous les gens qui m'appellent depuis 24 heures. Un journaliste va utiliser le terme soucoupe volante, flying saucer en anglais, pour décrire ce qu'Arnold a vu. L'histoire des ovnis commence malheureusement par une erreur, car en fait, dans ses déclarations, Kenneth Arnold n'a pas vraiment décrit des objets en forme de soucoupe. Il voit 8 objets qu'il décrit comme des plats à tarte. Fabrice Canepa. Et il voit un objet qui ressemblerait plutôt à un batarang pour les fans de Batman. C'est une espèce de boomerang, plus ou moins, surmonté d'un dôme. Arnold a décrit ce qu'il avait observé. Pierre Lagrange, sociologue des sciences. Et comme il a décrit quelque chose qui était plat, arrondi, il aurait décrit aux journalistes ça comme des soucoupes qu'on aurait fait ricocher sur l'eau. Et du coup, le journaliste aurait gardé l'expression saucer en anglais et aurait rajouté flying. Et en fait, c'est plutôt les auteurs des manchettes de journaux, des titres de journaux, qui auraient accolé ces deux termes, qui seraient devenus soucoupes volantes. Mais le pilote n'avait pas vraiment décrit ça. Je me suis toujours demandé quelle image curieuse on pouvait être allé chercher pour dire une soucoupe qui rebondirait sur l'eau. William Beckett, qui est le journaliste qui l'interviewe, va faire une espèce de raccourci en appelant soucoupe volante des choses qui ne sont pas du tout décrites comme des soucoupes volantes, mais qui sont décrites comme ayant le mouvement d'une soucoupe volante sur l'eau, soucoupe flottante pourrait-on dire, rebondissante peut-être même, ce serait plus correct. Je trouve l'image très étonnante. C'est pas lumineux quoi, autant on aurait pu dire un caillou qui fait des rebonds sur l'eau, des choses comme ça, autant une soucoupe volante, c'est compliqué parce que même dans certaines descriptions que Kenneth Arnold a pu faire par la suite, lui-même reprend l'expression flying saucer. J'ai plutôt l'impression qu'à ce moment-là, aucun des acteurs n'a vraiment pris conscience de l'importance des termes qu'ils employaient. Je me suis rendu compte par exemple que Kenneth Arnold
à l'époque, il semble évoquer plusieurs termes pour décrire les objets, notamment parce qu'il n'est pas sûr de la forme exacte d'un des objets. Et pendant des semaines, il s'est demandé si un des objets était semblable aux autres ou s'il n'avait pas plutôt une forme d'aile volante. Et à partir de 1950, notamment dans le cadre d'un entretien qu'il accordera à Edward Murrow, un des grands journalistes mythiques des années 50, c'est à ce moment-là qu'il commencera à raconter à Ed Murrow que les journalistes ont mal cité ses propos et qu'il n'a jamais parlé de soucoupe volante. Par la suite, il fera même réaliser un espèce de portrait robot de l'objet qui lui semblait un peu bizarre, et il prendra plutôt cet objet pour décrire ce qu'il a vu que la forme qu'il avait décrite initialement. Ça montre que le témoin, tout simplement, n'a pas cessé de se poser des questions sur ce qu'il avait vu, sur les conditions dans lesquelles il l'avait vu, et il n'a pas cessé de se remettre en question lui-même. Ce qui fait que son récit a évolué au fil du temps, ce qui est quelque chose d'assez typique dans le cadre d'un témoignage visuel. C'est quelque chose qui arrive très souvent. Les gens ne sont pas sûrs de l'angle sous lequel ils ont vu tel ou tel détail et sont amenés à s'interroger et à remettre en question une partie de leur témoignage éventuellement. Quoi qu'il ait pu dire plus tard, voici comment Arnold décrivait sur les ondes de KWRC le 26 juin 1947 les objets qu'il avait observés. Ils ressemblaient à des plats tartes coupés en deux, avec une sorte de triangle convexe à l'arrière. Alors je me suis dit, ce sont des avions militaires, et leur queue est peinte en vert ou en marron. C'est pour ça qu'on ne les voit pas. Et puis j'ai cessé de réfléchir, et je les ai regardés en détail. Ils ne volaient pas du tout en formation conventionnelle. Vous savez comme on apprend dans l'armée. Ils semblaient onduler, comme serpenter dans l'air, au-dessus du sommet des montagnes. J'ai même eu l'impression qu'ils descendaient parfois vers le canyon, perdant 100 pieds d'altitude. Je pouvais les distinguer parfaitement sur les flancs du mont Rainier. Ils réfléchissaient la lumière du soleil comme un flash. J'ai vu le dernier objet passer devant le mont Adams, alors j'ai regardé ma montre. Ces objets avaient mis 1 minute 42 secondes pour franchir la distance entre les deux sommets. Je me suis dit, waouh, ils vont sacrément vite. Je n'ai pas cessé de penser à la distance qu'il y a entre ces deux montagnes. Il n'y a pas de raison de ne pas le croire. Fabrice Canepa, auteur de Alien, 70 ans de culture et contre-culture. Il y a des raisons de se poser des questions, soyons clairs, mais il n'y a pas de raison de remettre en doute ou de se moquer de lui a priori. Par contre, le fait est que dans les jours qui vont suivre, du 24 juin jusqu'à la mi-juillet, il y en a partout, on en voit partout. C'est pas des petits témoignages, c'est des témoignages qui feraient le rêve de n'importe quel ufologue aujourd'hui, parce que on a des familles, on a des villages entiers, les gens voient des soucoupes partout, à travers les États-Unis. Et là, par contre, effectivement, à partir de ce moment-là, ce qui au départ pouvait être un phénomène légitime, voire quelque peu inquiétant, va devenir un sujet de plaisanterie et de rigolade assez rapidement pour un certain nombre de médias. Kenneth Arnold en a beaucoup souffert. Egon Kragel, spécialiste des ovnis, auteur de OVNI, enquête sur un secret d'État. Kenneth Arnold avait déclaré qu'il ne parlerait plus jamais de ça et que si par hasard un jour il voyait un bâtiment de 10 étages volant dans les airs, il n'en dirait pas un mot. Ça c'était dans un rapport au FBI daté du 16 juillet 47. Il était très amer parce qu'en fait il passait pour un parfait imbécile aux yeux de la nation entière. S'il avait fait son témoignage en 1944 ou peut-être en 46, on l'aurait pris au sérieux. En 47, les gens ont relâché leur tension par rapport à l'effort de guerre et ils sont passés à d'autres préoccupations. Et du coup, son témoignage tombe complètement en dehors des préoccupations des gens. Et ça montre d'ailleurs que le contexte de la guerre froide ne joue pas pendant l'été 47. L'idée que c'est la guerre froide qui suscite ces observations, c'est une explication qui est donnée pour ne pas prendre au sérieux le phénomène. Donc c'est un effort pour marginaliser le sujet. Effectivement, si les soucoupes volantes font la une des journaux américains pendant l'été 47, elles ne sont pas prises au sérieux pour autant par le public et par le monde scientifique. Mais qu'importe, les signalements de soucoupes volantes ne s'arrêtent pas. Bien au contraire. Alors dans les jours qui suivent, c'est une avalanche de témoignages.
à Oklahoma City, à Kansas City, à Pueblo dans le Colorado, on rapporte des observations partout similaires. Le 28 juin, un pilote militaire dans le Nevada lui aperçoit 6 disques volants. Le même jour, en Alabama, c'est 4 officiers de l'Air Force qui observent un vaisseau lumineux singulier. Et puis il y a une observation aussi très intéressante. Il y avait un capitaine, un pilote de ligne de United Airlines, le capitaine Emil Smith, qui lui était très sceptique. Il avait entendu le témoignage de Kenneth Arnold et il avait déclaré le 26 juin 1947 « Moi, j'ai jamais rien vu de tel dans le ciel, ni mes hommes d'ailleurs. Ce qu'a aperçu ce monsieur Arnold, ce sont sûrement les reflets de ses instruments de bord. » Voilà. Et puis, le 4 juillet 1947, le capitaine Emil Smith va pour quitter l'aéroport de Boise, qui est dans l'Idaho. Et tout le monde parle de ces soucoupes volantes, ça bruisse partout. On lui demande alors ce qu'il pense de ces soucoupes volantes. Et il dit, vous savez, je croirai en ces disques volants le jour où je les verrai. Et il ne croyait pas si bien dire, puisque peu après 21h, ce soir-là, alors qu'il survolait la ville de Seattle, le DC-3 qu'il pilotait fut approché par 5 objets en forme de disque, de belles soucoupes volantes en somme. Et Smith et son copilote Ralph Stevens purent observer ces mystérieux objets volants sur plusieurs kilomètres. Et cette observation fut rapportée massivement à l'époque dans la presse nord-américaine. D'ailleurs, Kenneth Arnold est venu rencontrer Emil Smith. Alors moi j'ai des documents incroyables de presse où on les voit posant ensemble, échangeant leurs observations. Ça a fait un buzz absolument incroyable à l'époque en Amérique du Nord. Ce qui se passe dès le début de l'histoire des soucoupes volantes, mais que le public ne connaît pas à ce moment-là, parce que ça ne transpire pas hors des sphères militaires, c'est que parmi les premiers témoins d'observation de soucoupes volantes, il y a des pilotes militaires. Pierre Lagrange, sociologue des sciences. Et notamment des pilotes qui travaillent sur des bases, comme la base de Muroc, qui sont les bases où on expérimente les avions de demain, et notamment les avions fusées. Donc ce sont des pilotes qui sont pris très au sérieux, puisque ce sont des pilotes d'essai parmi les meilleurs des pilotes américains. Et donc on a cette opposition qui va naître au sein de l'appareil militaire, entre les experts scientifiques qui ont tendance à dire ces histoires de soucoupes volantes, c'est pas sérieux, et la hiérarchie militaire qui est confrontée à des témoignages qui sont faits par leurs propres pilotes et par quelques-uns de leurs meilleurs pilotes d'essai militaires. À partir de septembre 1947, les militaires vont conclure qu'il y a de vrais objets qui volent dans le ciel et qu'il faut les étudier. Ils vont mettre en place une cellule d'études qui va être officialisée en janvier 1948. Il s'agit du projet Sign, qui est confronté rapidement à une affaire d'OVNI dramatique. Le 7 janvier 1948, un pilote de chasse américain va se tuer en pourchassant une soucoupe volante. C'est le cas de Thomas Mantell, qui a eu lieu le 7 janvier 1948. Alors, que s'est-il passé ce jour-là ? Ce 7 janvier 1948, depuis 13 heures, plusieurs témoins signalent la présence d'un drôle d'objet dans le ciel du Kentucky. Les commissariats de police, les aéroports sont assiégés de coups de fil. Et puis, à 13h45, cet objet rond, lumineux, assez gros, survole soudain la base aérienne de Godman. Alors, le commandant en chef de cette base, qui s'appelle le colonel Guy Hicks, peut observer cet objet d'ailleurs à la jumelle et il va ordonner à une escadrille de 3 jets Mustang qui étaient en vol pour exercice à ce moment-là d'essayer de se rapprocher de ce drôle d'engin pour voir de quoi il en retourne. Alors, le responsable de cette petite escadrille, de ces 3 jets, s'appelle Thomas Mantell, il a 25 ans. C'est un pilote chevronné qui s'est brillamment distingué, lui, durant la Seconde Guerre mondiale et notamment lors du débarquement de Normandie en juin 1944. Alors, Thomas Mantell décide lui aussitôt de prendre l'étrange objet en chasse. Il est aux commandes de son P-51 Mustang et va alors s'engager une course-poursuite assez ébouriffante. Dans un premier temps, Mantell contacte la tour de contrôle et puis il leur dit je vois l'objet, il est au-dessus de moi, je vais essayer de m'en approcher. Il semble métallique et il est très grand. Ça, c'est important. Mais voilà, l'objet ne cesse de prendre de l'altitude et Mantell, qui ne veut pas le lâcher, le talonne. Avec Thomas Mantell, il y a 2 autres pilotes. Il y a le premier lieutenant Albert Clements et le second lieutenant Hammond, qui suivent leur leader. Mais, comme je disais, l'objet prend de l'altitude, les jets le suivent, et arrivé à 6800 mètres d'altitude, Clements et Hammond, craignant de manquer d'oxygène, vont décider d'abandonner la traque. Mantell, lui, avertit la tour de contrôle qu'il dépasse les 6800 mètres d'altitude et qu'il va tenter de se rapprocher de l'engin.
Et puis c'est le silence. On n'a plus de nouvelles de Thomas Mantell. Alors, on est inquiet, on essaye de savoir où il est, de le repérer. Et puis, à 17h, ils reçoivent un appel d'une ferme de Franklin, à 145 km de la base, parce qu'un avion s'est crashé. Et effectivement, c'est l'avion de Thomas Mantell qui s'est crashé là. Les restes de l'appareil sont éparpillés. On récupère le corps de Mantell partiellement décapité et toujours sanglé dans son cockpit. On se rend compte que sa montre est arrêtée à 15h18. Et d'après les instruments de bord, l'avion serait monté jusqu'à une altitude de 9000 mètres. L'armée va être très embêtée. Fabrice Canepa, auteur de Alien, 70 ans de culture et contre-culture. Déjà, des pilotes qui se font tuer par des choses qui sont dans le ciel et qu'on n'explique pas, ça va pas du tout. C'est pas du tout la gloire de l'armée américaine que de se faire tuer par des choses chez eux qu'ils ne contrôlent pas et qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, la première explication officielle, elle aura bon dos, elle sera très réutilisée, c'est qu'il a poursuivi la planète Vénus. Moi, j'ai retrouvé un article du Louisville Courrier du 9 janvier 48 qui est très intéressant. Egon Kragel, spécialiste des ovnis, auteur de OVNI, enquête sur un secret d'État. C'est le colonel Guy Hicks qui s'exprime, qui avait observé l'objet aux jumelles. Et alors, il dit une chose très intéressante, il dit « Cet objet est resté immobile de 14h à 17h. Il ressemblait à un parachute ouvert inversé et il était comme rayé de rouge à son sommet. » Et le colonel dit « Si c'était Vénus, ce corps céleste aurait bougé. Mais l'objet est resté stationnaire au-dessus de la base de 14h à 17h. Donc voilà, ça pose un problème. Vénus, ça semble pas très très crédible. Cette explication ne convaincra personne. L'armée va alors avancer que Mantell s'est tué en poursuivant un énorme ballon stratosphérique lancé par l'US Navy. Mais là aussi, des doutes subsistent. Il y a quelque chose qui va naître au cours de cette affaire Mantell, c'est le début d'une méfiance envers l'armée américaine, qui, en 1948, se perd entre les explications qui paraissent quand même un petit peu fumeuses de planète Vénus, qui visiblement n'ont pas envie d'assumer le fait que ce pilote s'est tué en allant poursuivre une chimère. Ils vont faire ce que l'armée américaine fait très bien, c'est-à-dire qu'ils vont communiquer comme des pieds, bêtement, et donc attirer la méfiance d'un certain nombre de gens qui, à partir de là, vont regarder avec beaucoup de méfiance le rôle de l'armée américaine. Après ces explications qui font polémique concernant la mort du capitaine Mantell, les experts du projet SIGN vont continuer à travailler sur les observations d'OVNI. Et surprise, au bout de quelques mois, leurs premières conclusions sont très surprenantes. On sait que le projet SIGN, qui était né sous l'impulsion du général Nathan Twining, était pro-OVNI. Mais la plupart des enquêteurs pensaient que ces objets qu'on voyait étaient d'origine extraterrestre, ce qui était assez incroyable. Et ils avaient envoyé, d'ailleurs, le 5 août 48, un rapport. Ces analystes de l'Air Force avaient envoyé un rapport aux hautes instances en disant que, pour eux, l'origine de ces engins était exotique, mais de façon inexpliquée. Ces premiers enquêteurs de l'US Air Force vont avoir tendance à penser qu'il y a un phénomène tout à fait réel et qu'il s'agit de machines volantes. Et comme ils n'arrivent pas à trouver au sein de l'appareil militaire la source de ces machines, c'est-à-dire qu'il n'y a personne au sein de l'armée de l'air qui construit ces choses-là, apparemment, ils vont se tourner vers l'idée que ce sont soit des engins étrangers, soit des engins étrangers avec un grand E, je dirais, c'est-à-dire qui pourraient venir d'une autre planète. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, ce sont les militaires de l'armée de l'air américaine qui vont être les premiers à spéculer sérieusement sur l'idée que les soucoupes volantes pourraient être d'origine interplanétaire. Et on les comprend. Fabrice Canepa. On les comprend, il y a des gens qui leur disent il y a des choses dans le ciel. Et quand ils interrogent les pilotes de ligne, ou les tours de contrôle, ou quand ils vérifient sur leur propre registre, il n'y a rien. Normalement, il ne devrait pas y avoir tout ça. Alors, outre l'étrangeté de certains phénomènes, qui met la puce à l'oreille, clairement, mais même sur des choses où on peut se dire très rationnellement, il y a des avions qui se baladent dans le ciel, d'où ils sortent, qui les envoie, pourquoi ils sont là, est-ce qu'ils existent vraiment ? Des spéculations qui vont être à l'origine d'une théorie qui aura beaucoup de succès chez ceux qui s'intéressent aux soucoupes. C'est l'hypothèse Tollet-Boulon. Il y a des gens d'autres planètes qui viennent chez nous en vaisseau spatial. L'hypothèse Tollet-Boulon, c'est ça, on voit des choses dans le ciel,
Donc on suppose que ce sont des véhicules, et des véhicules qui viennent de l'espace. Donc il y a des gens qui conduisent ces véhicules jusqu'à nous. Et franchement, dans les années au début de l'ufologie, c'est pas complètement délirant comme explication. Dans les années 70, Jean-Claude Bourret, alors journaliste à France Inter, publie plusieurs livres, fruits de longues enquêtes consacrées aux ovnis et dans lesquels il reproduit des documents authentiques rédigés par l'US Air Force à la fin des années 40. Je peux vous dire qu'ils étaient parfaitement au courant du fait qu'il y avait quelque chose qu'on ne comprenait pas, qui était intelligent, qui était beaucoup plus puissant que l'ensemble des armées de la planète Terre, et qui ne savaient pas du tout comment il fallait faire face à cette intelligence, ou à ces intelligences venues d'ailleurs. J'ai publié dans mes premiers livres, notamment OVNI, l'armée parle, ça devait être en 1975 ou 1976, des facsimilés de lettres ultra secrètes adressées par le chef d'état-major des armées américaines au président des États-Unis, et qui disait les ovnis sont réels, ils viennent d'un autre monde, ce n'est pas une arme russe, une arme secrète russe. Donc déjà dans les années 50, les Américains savaient que c'était pas une arme russe. Ça leur prend un an pour écrire un Estimate of the Situation, un document qui doit faire le point sur tout ça. Fabrice Canepa, auteur de Alien, 70 ans de culture et contre-culture. On ne sait pas grand-chose de ce document, il est bien mystérieux. L'idée, c'est qu'il s'agissait probablement d'objets extraterrestres. Donc, un rapport qui eût fait la joie de tous les ufologues encore à naître et qui était estampillé de l'armée américaine, des gens qui avaient été chargés d'enquêter sur la question, etc. Alors, ça va pas plaire du tout à l'état-major américain qui va bloquer cet estimate, le faire détruire. C'est pour ça qu'on n'en a pas, malheureusement. C'est le Graal à trouver pour les ufologues. Ils vont là changer le nom du projet, l'appeler Grudge. Alors, c'est assez puéril d'ailleurs, puisque c'est Grudge, ça veut dire rancœur, hein. Donc, brusquement, le projet Science devient le projet Rancœur. Et là, ils vont être chargés, en gros, de faire ce qu'on appellera du debunking. Mais alors que l'armée change d'attitude et veut donner à tout prix des explications logiques aux ovnis, les premiers ufologues commencent à se signaler. Ufologue pour UFO, Unidentified Flying Object, la traduction anglaise d'OVNI. L'ufologue est celui qui s'intéresse à l'étude des objets volants non identifiés. Un des premiers, et un des plus célèbres d'entre eux, s'appelle Donald Keyhoe. Son premier livre, qui aura un succès considérable, s'intitule « Les soucoupes volantes existent ». Le ton est donné. Major Keyhoe, comme auteur du livre « Les soucoupes volantes existent », quelle est votre opinion sur ces nouveaux témoignages d'objets volants non identifiés ? Avec tout le respect que j'ai pour l'Air Force, je crois que ces objets ont une origine interplanétaire. Keyhoe, il arrive en 1949. Pierre Lagrange, sociologue des sciences. C'est un ancien militaire. Il a ses entrées au Pentagone et il est devenu journaliste. Un journal à l'époque assez important qui s'appelle True lui demande d'enquêter sur cette histoire de soucoupe volante et d'utiliser ses contacts au Pentagone pour essayer de savoir ce que les militaires racontent. Au départ, il ne s'intéresse pas au sujet. Il va s'y intéresser parce qu'on lui donne cette mission d'enquêter sur le phénomène. Et ce qu'il découvre en discutant avec ses contacts au Pentagone, c'est qu'apparemment, il comprend qu'il y a une polémique interne sur la nature des phénomènes. Et donc il détecte cette opposition entre une faction au sein de l'armée qui pense qu'il y a quelque chose de réel et une autre faction qui pense que ce sont des illusions. Et ça, il va le rapporter sous la forme de révélations sur les cachotteries de l'armée autour des soucoupes volantes. Et ça va donner naissance à l'idée que l'armée entretient des secrets là-dessus, et qu'il y a peut-être des choses qui nous échappent en fait. Après 3 ans d'investigation, j'ai découvert que beaucoup de pilotes ont décrit des objets matériels capables de très grande vitesse. Est-ce que Donald Keyhoe dit la vérité ? Est-ce que l'armée américaine ment ? Bah oui, ça on le sait. Alors, est-ce que lui a des raisons de le penser ? Je sais pas, j'en sais rien, c'est pas lumineux. Très sincèrement, son article, c'est un super papier à sensation. Son article est bien fichu, il donne envie d'y croire. Mais il n'y a rien, il n'y a pas l'ombre du début d'une démonstration, il n'y a pas l'ombre du début d'une preuve. Il met les pieds dans le plat et il dénonce, il dit qu'on a bien affaire à des extraterrestres et il dénonce le silence de l'armée. Un cas m'a été rapporté où un avion a été secoué par un objet qui faisait 800 km à l'heure. C'était un engin solide et je pense qu'il venait du cosmos. Et après l'article qu'il publie dans le numéro de janvier 1950 du magazine True, il va continuer à s'intéresser au problème
et il va publier toute une série de livres jusqu'à la fin de sa vie en fait. Donc Keogh est un cas intéressant parce que il montre comment quelqu'un qui au départ ne s'intéresse pas au sujet et qui même ne le prend pas au sérieux va tomber dedans parce que en fait on lui demande, on le paye pour étudier le sujet, mais le sujet va l'accrocher tellement que en fait il va pas l'abandonner. Et c'est ce qui va se passer en fait avec plein de gens. Donc les soucoupes volantes ont cette faculté d'être quelque chose qui en gros saisit un peu les gens par surprise. Quand on les regarde de loin, on se dit ouais, c'est des croyances populaires, et quand on se rapproche en fait, on n'arrive plus à mettre de distance. Et Keogh est un des premiers qui va se retrouver, comme les ufologues qui vont commencer à apparaître au début des années 50, qui va se retrouver prisonnier en fait du phénomène parce que il va se mettre à se poser tout un tas de questions qu'il n'avait jamais imaginé se poser avant, notamment sur le témoignage humain et sur la capacité des témoins à révéler quelque chose de la réalité qui nous entoure. Ça commence avec son premier article, mais il continuera par la suite à demander la vérité, à exiger la vérité, à exiger de la transparence de la part des autorités américaines. Et donc il va avoir un rôle crucial de poil à gratter, je dirais. Sans ce genre de personnage, il y a des choses qui auraient pu être mises beaucoup plus facilement sous le tapis. Des choses qu'on aurait pu faire oublier. Mais voilà, quand vous avez un Keogh qui périodiquement va voir ses amis journalistes et puis leur dit écoutez les gars là, il s'agirait quand même de dénoncer le fait qu'on nous enfume. Après, est-ce qu'il a fait des découvertes majeures sur l'explication du phénomène, etc. À mon sens, non. Outre le fait qu'il était un ancien militaire, c'est un ancien Marines, outre le fait qu'il avait ses entrées au Pentagone et qu'il écrivait dans des magazines sur ces sujets-là, c'est quelqu'un qui vient également de l'univers de la littérature populaire et qui pendant très longtemps, avant d'étudier les soucoupes volantes, a rédigé des histoires de fiction et de science-fiction pour des magazines populaires qu'on appelait les pulps. Donc en fait, ce qui est intéressant avec Keogh, c'est que c'est quelqu'un qui est un professionnel de l'écriture populaire. Donc c'est quelqu'un qui a un style qui est d'ailleurs, on l'a oublié ensuite, mais qui était très populaire en tant qu'écrivain populaire justement dans les pulps. Quand il écrivait une histoire, elle était présentée en une de ses magazines. Et donc, c'est quelqu'un qui sait comment capter l'attention du public et comment mettre en forme ce genre d'histoire. Alors, évidemment, il y a deux aspects à ça. C'est que d'un côté, il est capable d'écrire un récit qui va captiver les gens. Mais de l'autre, évidemment, le style pulp, c'est aussi un style qui va desservir le débat sur ces sujets. Parce que beaucoup de gens vont, par exemple, parmi les premiers lecteurs de Donald Keogh, comme il a cette habitude de rendre compte de ses enquêtes sous la forme d'un récit populaire, c'est-à-dire qu'il remet en scène ses rencontres avec les militaires, il restitue les dialogues tels qu'ils auraient pu se dérouler, alors que il passe pas son temps à enregistrer ses rencontres avec les gens, donc évidemment il reconstitue ça. Et ce style, en fait, d'un côté ça va lui fidéliser tout un public, et de l'autre côté ça va rendre méfiant tout un autre public qui va se dire mais c'est quoi ces espèces de pseudo-dialogues et certains vont même s'interroger en se demandant si c'est pas de la fiction, si c'est pas une invention pure et simple. Donc Keogh va jouer un rôle très complexe dans cette histoire parce qu'il va contribuer à populariser le sujet et à populariser l'interprétation interplanétaire, mais il va aussi contribuer à cause de son style à maintenir à distance une partie des acteurs qui s'intéressent à ce sujet qui vont se dire mais tout ça en fait c'est de la littérature populaire et c'est pas sérieux. Et donc on voit qu'en fait tous ces aspects sont toujours chaque fois très complexes parce que il y a toujours des prises de position très différentes qui vont émerger sur chaque prise de position qui précède. Donald Keogh avait effectivement très bien senti qu'à l'US Air Force, plusieurs courants s'opposaient. D'abord plutôt ouverte avec le projet Sign, l'armée devient sceptique avec le projet Grudge. Et en 1952, elle revient à plus d'ouverture d'esprit avec le projet Blue Book. Alors ce projet Blue Book va être confié à un militaire extrêmement sérieux qui s'appelle Edward Ruppelt. Egon Kragel, spécialiste des ovnis, auteur de OVNI, enquête sur un secret d'État. Edward Ruppelt, lui, va être très très critique quand il va se pencher sur les analyses de Grudge. Il va dire que c'était une espèce de machination en fait pour
décrédibiliser le sujet. Et il va aborder en fait les analyses de façon totalement différente. D'abord, il va changer de personnel, il va prendre des gens beaucoup plus ouverts, il va demander aussi une étude statistique rigoureuse des observations d'OVNI sur les territoires. Bref, lui, il se veut objectif. C'est pas du tout un croyant. Fabrice Canepa, auteur de Aliens, 70 ans de culture et contre-culture. C'est pas du tout quelqu'un qui va chercher à démontrer que les extraterrestres existent ou que les ovnis sont des véhicules extraterrestres, mais il dit, en tout cas, il faut qu'on fasse notre boulot, il faut qu'on le fasse sérieusement. Et si on doit débunker, c'est-à-dire si on doit démontrer effectivement que le phénomène n'est pas une invasion extraterrestre déguisée, et ben à ce moment-là, faisons-le, voilà, en trouvant des vraies explications, en essayant d'aller interroger les gens, d'aller faire un boulot d'enquête. Et pendant 2 ans, il va enquêter. Pierre Lagrange, sociologue des sciences. Et bon, le hasard fait que ces 2 années vont être clés, parce que notamment le début de 1952 est une année où les observations spectaculaires vont se multiplier, et Ruppelt va se retrouver au cœur de toute une série d'événements qui font que le sujet va va connaître une nouvelle popularité très grande dans l'opinion. La vague de soucoupes volantes de 1952, c'est un des moments les plus célèbres de l'âge d'or des soucoupes volantes. Et donc Ruppelt arrive au bon moment. C'est peut-être son malheur d'ailleurs à Ruppelt dans l'histoire. Parce que paradoxalement, une fois de plus, va y avoir des choses un peu bizarres qui vont se passer dans le ciel. Et une fois de plus, ça va un petit peu faire peur à tout le monde. Très clairement, il y a notamment cette histoire de ce qu'on appelle le carrousel de Washington, où on commence à voir des ovnis à proximité de Washington, donc de la Maison Blanche. Ça plaît pas du tout. D'abord, une première nuit, la nuit du 19 juillet 52, vers 23h40, tout est calme, et soudain, des échos apparaissent sur les écrans radars de l'aéroport national de Washington. Le responsable des aiguilleurs du ciel, un certain Barnes, dira le lendemain à la presse, vous savez, c'était absolument incroyable parce que ces objets se comportaient comme une bande de gosses en train de jouer, c'était une véritable débandade. Au même moment, les collègues militaires et radaristes de Barnes voient aussi la même chose sur leurs écrans. Et ils voient une flotte de vaisseaux qui se promènent impunément dans le ciel de Washington, ça a de quoi quand même interroger. Barnes sait aussi que le vol 807 de la Capital Airlines, qui vient de décoller récemment, se trouve justement dans la zone des observations. Alors il contacte sans tarder le commandant Pierman, qui est aux commandes de ce vol, et il lui demande s'il voit quelque chose. Et la réponse de Pierman est immédiate, il lui dit « oui, je vois, en voici un, et le voilà qui repart, et un autre. » Et voilà, et le commandant va décrire un chassé-croisé d'une dizaine de minutes, durant lequel 6 lumières, comme des étoiles filantes, virevoltent et semblent s'amuser à des vitesses vertigineuses. C'est d'autant plus incompréhensible parce que le survol de cette zone est strictement interdit. Et comme c'est interdit, Barnes commence à paniquer. Donc il avertit l'Air Force que des trucs lumineux survolent illégalement la Maison Blanche et le Capitole, ce qui n'est pas rien. Et l'Air Force met beaucoup de temps à réagir. À 3h du matin, elle va envoyer quand même 2 jets. Et là, ça va être un jeu du chat et la souris. C'est-à-dire que quand les jets arrivent, les objets disparaissent et puis il n'y a plus rien à signaler. Et puis quand les jets disparaissent, les objets réapparaissent. Ce spectacle va durer jusqu'à l'aube. Et quand le soleil se lève, tout le monde se dit le spectacle est terminé. Mais on se trompe parce qu'il n'est pas du tout terminé. Le 26 juillet 1952, rebelote, les étranges objets lumineux sont de retour. Alors cette fois, l'Air Force commence un peu à en avoir marre, elle renvoie des jets, des F-958, et même scénario, quand les avions arrivent sur place, les objets disparaissent, quand les jets repartent, les objets réapparaissent, mais un pilote militaire chevronné, le lieutenant Patson, a le temps de les voir, lui, parce qu'il est averti du retour des ovnis, et va tenter une manœuvre d'interception, en vain, parce qu'il dira que l'objet l'a semé à une vitesse vertigineuse. Voilà. Alors, il va en parler, la presse va se déchaîner, on peut lire partout, en une des journaux, les soucoupes sont plus rapides que nos jets, ce qui met l'armée assez mal, ou nos avions pourchassent des fantômes dans le ciel de Washington. On demande des explications à l'Air Force, qui va en donner très très peu. L'Air Force va vraiment assez rester muette, en disant on ne sait pas ce que c'est, mais comme l'opinion publique a besoin d'une explication, ils vont décider quand même le 29 juillet d'organiser une grande conférence de presse qui va être organisée au Pentagone. Je dis une conférence de presse, mais c'était plutôt un show médiatique. Je suis ici pour discuter de ce qu'on appelle les soucoupes volantes.
L'armée de l'air est obligée de s'intéresser à ce problème car nous devons identifier et analyser au mieux tout ce qui se trouve dans les airs et qui pourrait être une menace pour les États-Unis. Depuis 1947, fidèles à cette obligation, nous avons reçu et analysé entre 1000 et 2000 rapports. Un certain nombre d'entre eux relatent des choses incroyables par des observateurs crédibles. Nous essayons maintenant de comprendre ces cas précis. C'est la plus grosse conférence de presse donnée par l'armée américaine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Lors de cette conférence historique, le major général John Samford, que l'on vient d'entendre, explique que les enregistrements radars dus aux apparitions d'OVNI dans le ciel de Washington avaient été causés par des phénomènes météorologiques, des inversions de température. Ce sont elles qui ont trompé les radars. Une explication risible, les radaristes professionnels savent parfaitement faire la différence entre des échos réels et des écho-radars fantômes. De plus, ces inversions de température ne peuvent absolument pas expliquer les témoignages des pilotes de chasse qui ont vu des lumières étranges aux endroits où les radars les localisaient. Une fois de plus, c'est pas sérieux. Encore une fois, je dirais que moi, ce qui m'amuse le plus dans tout ça, c'est que les ufologues fassent autant de crédit par la suite à l'armée sur les projets secrets, les technologies dissimulées, etc., alors que l'armée, chaque fois qu'elle en a l'occasion, ils se conduisent comme des pieds nickelés, soyons clairs. Le coup de je fais une espèce de conférence dans l'urgence pour parler des inversions de température, mais c'est sketchique, c'est même pas, enfin pas une seconde, les gens vont y croire. En tout cas, les gens qui se posent un peu des questions et qui connaissent un petit peu les tenants et les aboutissants. Donc l'armée, paradoxalement, c'est peut-être finalement assez rassurant pour tous ceux qui s'interrogent pour savoir si la vérité est ailleurs et si les Américains nous la cachent. S'ils le font, ou alors ils sont très 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 doués pour le 3e degré et ils apparaissent comme des pieds nickelés pour secrètement cacher des choses. Soit on peut penser qu'effectivement ils essayent à chaque fois d'enterrer la chose et ils font plus de mal que de bien. On va retrouver ça à travers toute l'histoire de l'ufologie. Les mensonges maladroits de l'armée américaine, on pourrait écrire un livre de blagues sur la question. En 1953, l'équipe du projet Blue Book est réduite. Moins de moyens, moins de personnel pour aller enquêter sur le terrain. Considérant que dans ces conditions, il n'est plus possible d'étudier les ovnis correctement, le capitaine Ruppelt démissionne. En janvier 1956, il va publier un livre document intitulé The Report on Flying Objects, le rapport sur les objets volants non identifiés. Egon Kragel. Et cet ouvrage va rester emblématique dans l'histoire de l'ère ufologique nord-américaine. Pourquoi ? Parce que d'abord il est rédigé par un membre de l'Air Force, et puis avec aussi l'accord de l'armée américaine. Ce livre est quand même un pavé dans la mare, parce qu'on y apprend quoi ? On y apprend que, notamment, l'Air Force avait conclu que les soucoupes volantes étaient un phénomène interplanétaire, donc extraterrestre. Et puis on apprend qu'on avait envoyé un document justement top secret de l'Air Force et que le général Vandenberg, qui siégeait au sommet, avait rejeté, demandé que l'on brûle ce document. Donc c'était quand même une révélation assez brûlante. Mais ce qui est troublant, c'est que dans les années qui vont suivre, Edward Ruppelt va changer radicalement d'avis concernant les ovnis. En 1960, il va republier son livre en ajoutant 3 chapitres où il conclut en fait que les ovnis n'existent pas, qu'ils ne sont que des méprises, et en fait qu'ils ne représentent qu'un mythe de l'âge moderne et spatial. Edward Ruppelt était très ami avec Donald Keough, ils avaient beaucoup d'échanges, et Keough dira d'ailleurs c'est absolument incompréhensible, je ne comprends pas pourquoi Ruppelt a fait ça. À mon avis, il subit de lourdes pressions directes ou indirectes de l'Air Force. On sait que, en même temps, Edward Ruppelt n'a pas eu le temps de beaucoup s'exprimer parce que il est mort en automne 60 d'une crise cardiaque à l'âge de 37 ans, il est mort très très jeune. En tout cas, cet ex-officier de l'US Air Force restera célèbre dans l'ufologie pour avoir créé, dit-on, le terme UFO, Unidentified Flying Objects, devenu chez nous le célèbre acronyme OVNI.
artificiels de l'Amérique, des plaines fertiles de l'Europe, des rizières de l'Orient, des voies aériennes du globe. On a vu, et de fréquents rapports l'ont attesté officiellement, des objets sillonnant les airs que l'on a baptisés soucoupes volantes. Les années 50, c'est aussi l'époque des premiers films de science-fiction qui mettent en scène les ovnis. Citons le cultissime Les soucoupes volantes attaquent, réalisé par Fred Sears en 1956, dans lequel se mélangent faits d'actualité et pures inventions. De quoi troubler encore plus, si c'était nécessaire, le public américain en pleine guerre froide. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Nous sommes les survivants d'une galaxie désintégrée. En ce moment, les restes de notre flotte font le tour de votre planète. Est-ce qu'il y avait un substrat imaginaire qui préexistait? La réponse est oui. Fabrice Canepa. Il n'y a aucun doute sur la question. Il suffit de lire les pulps de l'entre-deux-guerres pour lire tous les récits de science-fiction qui y sont faits. Et puis, il y a des choses qu'on n'a quand même pas oubliées. Je rappelle à tout le monde que le premier super-héros qui est Superman, c'est un extraterrestre qui est venu habiter sur la Terre et qui a été adopté en secret par des humains. Up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Yes, it's Superman. Mais c'est une histoire d'extraterrestre, soyons clairs. Je rappelle aussi que La Guerre du Monde a été non seulement écrite, mais a été transformée en pièce radiophonique. Alors on peut débattre, et il y a sans doute matière à débattre, de savoir si vraiment on n'a pas exagéré, et c'est probablement le cas d'ailleurs, mais exagéré la panique qu'a engendré cette émission. Mais de fait, il y a déjà eu comme ça une émission où on racontait l'invasion par des extraterrestres de la planète Terre. Donc, il ne faut pas se dire qu'en 1947, quand des gens voient des choses dans le ciel, à partir du moment où on a évacué les Russes et où on a évacué les expériences secrètes américaines, pas très loin derrière, il y a l'hypothèse extraterrestre. Ça paraît pas si délirant que ça, et comment dirais-je, le substrat imaginaire est tout à fait là pour prendre le relais et donner une profondeur émotionnelle et fantasmatique à cette possibilité. Alors ça, c'est dans la littérature. Et il va y avoir des films aussi sur les soucoupes volantes. Alors ça, c'est autre chose. Là, les films, par contre, ils sont très clairement la résultante de cette année de la soucoupe et de cette vague de 1947. Toutes les installations militaires tireront à vue sur tout objet volant qui n'aura pu être identifié. Les soucoupes volantes attaquent. Cet extrait du film Les soucoupes volantes attaquent a comme un goût de vérité. Car dès les débuts des observations d'OVNI aux États-Unis, il faudrait être aveugle pour ne pas constater que ces engins venus d'on ne sait où s'intéressent particulièrement aux installations militaires et plus encore aux sites nucléaires, comme l'explique Jean-Jacques Velasco, l'ancien directeur du GEPAN, le groupe français d'études et d'informations sur les phénomènes spatiaux. Les tests nucléaires, il faut le savoir, c'est quelque chose quand même qui est effrayant. Parce que 540 bombes nucléaires ou thermonucléaires qui ont été balancées dans l'atmosphère, c'est énorme. Et ça correspond, dans la période entre 1960 et 1961, à une explosion tous les 3 jours, faite par les Américains ou les Soviétiques. This is atomic energy. Dès 1949, il y a déjà des indices selon lesquels il se passait des choses tout à fait surprenantes en termes de localisation de ces phénomènes. Les sites stratégiques nucléaires en particulier étaient survolés. Lors de 2 commissions secrètes qui ensuite ont été divulguées au public, Edward Teller, donc, qui était le conseiller scientifique de la Maison-Blanche, participait, et il était père de la bombe atomique. Il expliquait qu'il y avait des survols des sites nucléaires. En particulier Oak Ridge, où on fabriquait le plutonium, les bases de lancement, White Sands, Sandia, Roswell, où il y avait les bombardiers atomiques qui partaient, enfin bref, tout un ensemble d'éléments qui montraient qu'il y avait des survols. Vous allez entendre une archive des actualités des années 50. On y explique qu'une soucoupe volante de 30 mètres de diamètre a été repérée par les radars de la base militaire de White Sands alors que des scientifiques testaient un prototype de fusée. Elle était à 90 km d'altitude et volait à 700 mètres par seconde. Conclusion, elle ne semble pas avoir été fabriquée sur Terre. In True Magazine, Commander Robert McLaughlin, a Navy guided missiles expert, told of flying saucers detected by radar over White Sands, New Mexico. Scientists were tracking rockets, suddenly detected a saucer at 56 miles altitude.
Over 100 feet in diameter, the disc was traveling at 1,800 miles per hour, rapidly outranged their instruments. But there had been time for precise, accurate measurements. Says McLaughlin, that saucer could not have been made on Earth. Et il y a eu des cas encore plus spectaculaires. Par exemple, en 1967, au-dessus de la base de Malmstrom dans le Montana. Cette fois, l'OVNI aperçu semble avoir empêché le matériel militaire de fonctionner pendant quelque temps. Et pas n'importe quel matériel. Un des derniers témoins présents ce jour-là, le lieutenant Robert Salas, en charge du lancement des missiles nucléaires Polaris, a accepté de raconter ces événements à peine croyables dans le documentaire OVNI, Affaire d'État. Il y avait un établissement à 6 mètres sous terre. Le nom de mon commandant était Fred Mywald. On prenait chacun notre tour la garde, en restant en état d'alerte. Et à un moment, dans la soirée, je reçois un appel téléphonique du garde d'en haut. Il y avait 6 gardes là-haut. Il voyait d'étranges lumières dans le ciel, qui volaient très vite, qui s'arrêtaient à mi-vol, qui repartaient en arrière. Il n'entendait pas de son de moteur, c'était uniquement des lumières dans le ciel. Mais des lumières étranges, qu'il n'associait pas à des avions. Il criait dans le téléphone, balbutiant, me disant qu'il y avait une lumière rouge, orange, qui volait au-dessus de l'entrée principale. Et tous les gardes là-haut étaient prêts avec leurs armes. Et il m'a demandé ce qu'il devait faire. Bien sûr, j'étais sous le choc en écoutant ce qu'il me disait. Lui, il était clairement effrayé. Je lui ai dit de s'assurer que rien ne rentre dans la zone de défense et qu'il pouvait utiliser toute force nécessaire. Ensuite, il a raccroché. Il m'a dit qu'il devait raccrocher car l'un de ses gardes était blessé. Je suis allé réveiller mon commandant et alors que je lui ai expliqué les appels téléphoniques, nos missiles se sont éteints. On avait 10 missiles sous notre contrôle et les 10 missiles se sont éteints. On est passé en mode no-go. On ne pouvait plus les lancer, on ne pouvait plus les utiliser. Et c'est ce que nous avons rapporté au poste de commandement. On a aussi eu des alertes lumineuses qui indiquaient qu'il y avait eu des incursions dans les silos de lancement qui étaient situés à environ 1 mile de nous. Donc j'ai envoyé des gardes là-bas pour vérifier la sécurité de ces installations et ils ont vu d'autres ovnis qui survolaient le site. Pourtant, l'US Air Force va mettre fin au projet Blue Book en 1969, en estimant que le phénomène n'est pas assez intéressant pour être étudié. Mais il est trop tard. Avec les premières observations spectaculaires de soucoupes volantes depuis 1947, les publications à succès des ufologues et les films de science-fiction consacrés aux soucoupes, tous les éléments sont réunis pour que les ovnis s'implantent durablement dans la mémoire populaire. C'est un problème qui est multifactoriel. Pierre Lagrange. Si on veut avoir juste une explication, on n'explique rien, on passe à côté. Il faut prendre en compte le fait que le débat se déroule sur plusieurs niveaux, dans plusieurs domaines différents, avec une foule d'acteurs très différents. Et ils n'ont pas tous les mêmes motivations pour s'intéresser au sujet. Pour beaucoup, encore aujourd'hui, les soucoupes volantes, les ovnis, sont une des plus grandes énigmes des temps modernes. Et comme le dirait le héros du film Le Météore de la nuit réalisé par Jack Arnold en 1953... Ils sont partis. Pour toujours, John? Non, nous n'étions pas encore prêts pour nous comprendre. Dans le prochain épisode, Rencontre du troisième type, nous verrons comment les ovnis quittent les États-Unis pour envahir le continent européen, notamment lors de la grande vague d'observation en France de 1954. Cette fois, les soucoupes ne se contentent plus de nous survoler, elles se posent et leurs occupants débarquent. Je regarde et qu'est-ce que je vois? Une soucoupe volante avec 2 petits bonhommes qui remontaient à l'intérieur de l'OVNI en volant. On a su que ce que nous avons vu, ce n'était pas d'origine humaine. Tous les épisodes de la série consacrée à l'histoire des ovnis sont disponibles sur Ovio ou téléchargeables sur la page podcast du site lapremière.be.